Ils étaient mignons. Ça aurait été difficile de penser qu'on les reverrait un jour en prison. Aujourd'hui, toute une histoire reçoit des parents plongés dans la pire des détresses. Leurs enfants sont devenus des criminels. Entre amour et culpabilité, ils ont pourtant dû faire face. À quel moment vous avez vraiment admis la chose? Pour moi, c'était un accident. C'était pas volontaire, c'était un accident. Ils voulaient mettre le feu à la maison pour vous? Non. Pourquoi maintenant? Pour faire peur. 16 ans. 16 ans. Pédophile à 16 ans. On excuse quand son fils est... Jamais. Même pas à 16 ans? Toute ma vie, je lui demanderai pardon. Jusqu'à mon dernier souffle. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Et je le sais. Bonjour à tous. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. On parle aujourd'hui de quelque chose d'important, mais qui nous arrive à tous, être parent. Être parent, c'est sans doute tout simplement vouloir pour son enfant ce qu'il y a de meilleur. Il arrive pourtant qu'un enfant s'engage sur une pente glissante et dérape au point de commettre un acte répréhensible et surtout un acte grave. Cet enfant tant chéri, la chair de notre chair, et devient donc dans ce cas un criminel aux yeux de la loi. À quel séisme intérieur doit-on alors faire face? On parle aujourd'hui d'homicide, de braquage, de pédophilie d'un enfant qui n'était même pas majeur, de trafic de drogue. Tous nos invités, qui sont des mamans en grande majorité, pensaient que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Je vous demande, c'est une question de courage, de les accueillir extrêmement chaleureusement. Merci de venir nous expliquer ce qui peut arriver, je pense, à tous les parents, quels que soient les milieux, quelles que soient les régions, quelles que soient les campagnes ou quelles que soient les villes. Aïcha, votre fils Djamel a été condamné d'abord pour homicide volontaire, et puis ensuite, dans un deuxième temps, pour homicide involontaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis le feu à une maison et quelqu'un a été tué, une femme a été tuée. Vous êtes venu accompagné de votre fille Nadia qui est à vos côtés. Oh oui. Est-ce que toute seule, vous auriez pu être Non. capable... Pourquoi? Parce que je peux pas encore en parler. Pourtant, c'est pas d'hier. Non. Ça fait 6 ans et j'ai du mal. Pourquoi? Je sais pas. C'est difficile. Et pourtant, vous êtes là, hein? Oui. Pourquoi vous êtes là, alors? Je vais faire un effort. Je vais témoigner quand même. Pourquoi vous êtes là? Un peu pour prévenir les parents qu'il faut quand même faire attention aux enfants et puis faire attention, c'est tout. Tout le temps être vigilant. Vous n'avez pas fait attention à vos enfants? Elle n'a pas fait attention? Si, Elle a fait attention à ses enfants. si, mais il en faut encore plus. Elle Il en faut encore culpabilise plus. beaucoup. Il faut de la vigilance, beaucoup. Elisabeth et Florence sont également nos invités. Bonjour. Comment ça va, Elisabeth? C'est le moment où c'est un peu difficile, c'est le début de l'émission? Oui. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur comme ça? Moi, je vous félicite pour votre courage d'être avec nous aujourd'hui. Florence, je pense que vous êtes une de celles qui connaît le mieux votre maman sur cette personne, sur cette planète. Qu'est-ce qu'elle ressent, là? C'est dur d'en parler. Pourquoi? Mon frère a fait la pire des choses qu'il pouvait faire. Pédophilie? Oui. Jeune, hein? Très jeune. Oui. Quel âge? 17. 16 ans. 16 ans. Pédophile à 16 ans. On excuse quand son fils est... Jamais. Même pas à 16 ans? Non. Pourtant, il est mineur. Il était mineur. Il était mineur. Il a récidivé. Oui, mais à l'époque, il était mineur. Oui. À l'époque, vous l'avez compris vous... Oui, parce qu'on a cru que c'était une erreur de jeunesse. Actuellement, il est en prison. Il a quel âge aujourd'hui? 28, 27 ans. Non, oui, 26. Vous l'aimez, votre fils? Pas le pédophile. Vous arrivez à le séparer en deux? Oui. Et vous? Pareil. J'ai des sentiments d'amour pour mon frère et de haine pour ce qu'il a fait. De haine, de colère, de tout. C'est une différence importante ce que vous faites. Vous dites j'ai des sentiments d'amour pour lui et de haine pour ce qu'il a fait. Et pour la haine de ce qu'il a fait. Pas pour lui, donc. Je sais pas. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Hein. Betty et Pierre sont également nos invités. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de vos deux fils. Qui ont quel âge aujourd'hui? 28 et 26. Vous avez d'autres enfants? Non. Ce sont vos deux seuls fils.
Vos deux seuls fils ont été libérés en conditionnel, assez récemment d'ailleurs, et tentent actuellement de se réinsérer, mais ils n'ont pas le droit d'aller dans votre département ni dans... Dans deux départements. Ils sont interdits de séjour pendant 5 ans. Quel contact vous avez avec eux aujourd'hui? Ben, bien, en fait. On les Téléphone. appelle, on se passe des mails, téléphone, ouais. Puis avez on va les l'impression- voir quand même. Je pose la question à votre mari, madame, vous avez l'impression de mieux les connaître aujourd'hui? Ah ouais, beaucoup, parce que ça nous a permis de travailler beaucoup sur la relation, qui était pas très bonne à l'époque, voire inexistante, enfin pour moi. En ce qui vous concerne, En ce qui vous me concerne, personnellement, moi, vous personnellement. êtes le seul papa sur le plateau. Hein. Oui, je sais. Mais Est-ce que les mamans sont plus courageuses? Ouais, je pense, c'est pas qu'on est plus courageuse, mais c'est plus dans notre nature de voir nos enfants en danger. Peut-être puis en plus les hommes par rapport aux garçons, ils se disent ouais, moi j'ai été jeune, voilà, moi j'ai fait des bêtises, lui, oh, ils peuvent en faire, mais évidemment c'est pas les mêmes quoi. Puis Consommateur d'héroïne et puis surtout ensuite au cœur d'un trafic d'héroïne. Hein. bah, c'est vite fait quoi d'être au cœur d'un trafic d'héroïne. quand on consomme, ouais, c'est Très vite Pour fait. financer sa Tout à consommation. fait, ouais. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein. Vous avez fait l'autruche, ce que vous nous avez dit en préparant Ouais. cette émission. Aujourd'hui, vous êtes là pour assumer. Franchement, Voilà. c'est beau, un homme qui assume. Je vous en félicite. Merci. La justice a condamné ces deux garçons de manière sévère, puisque ces deux garçons sont devenus, comme on le dit, hein, c'est le qualificatif qui est utilisé, à savoir des criminels. Mais dans le cœur de leurs parents, ils sont avant tout des enfants, leurs enfants. C'est la première partie de notre émission. Regardez ce reportage. Entre 1990 et 2000, le nombre de violences chez les mineurs a été multiplié par 4. Chaque semaine ou presque, un adolescent tue. Et dans la plupart des cas, les parents de ces jeunes criminels tombent des nues. Jamais ils n'auraient pu imaginer leurs enfants capables de tels actes. L'adolescence est une période de fragilité, c'est une période où on perd un peu ses repères, où le regard sur l'environnement a changé. Et donc c'est une période où on peut avoir des moments de rupture avec la réalité. On appelle ça des moments psychotiques qui ne sont pas forcément très longs, mais qui font que l'adolescent peut avoir des comportements extrêmement bizarres, qui peuvent entraîner notamment des passages à l'acte criminel. Exemple avec cet adolescent de 17 ans qui s'est inspiré du film d'horreur Scream pour tuer une camarade de 17 coups de couteau. À leur retour de vacances, ses parents découvrent le crime et sont totalement anéantis. C'est complètement incompréhensible. Parce que ça reflète pas du tout l'image qu'on a de lui, quoi. Il n'y a aucune cohérence, c'était quelqu'un de bien dans son temps, bien dans sa peau, et rien ne pouvait présager ce genre de geste. Une incompréhension à laquelle s'ajoute un sentiment de culpabilité, notamment vis-à-vis des familles des victimes. On comprend pas ce qu'a fait notre fils et on pourra jamais leur rendre leur fille. Et ça, je crois que c'est la plus grande douleur que nous on ait, c'est qu'on ne pourra pas les aider, quoi. On est coupable quelque part et notre enfant aussi. Dans ces affaires-là, finalement, tout le monde, d'une certaine manière, est victime. Et en tout cas, les parents d'adolescents criminels se sentent aussi victimes de ce qui s'est passé. Les parents souffrent de culpabilité, mais ils souffrent aussi de honte, du regard sur eux. Et ça, en particulier, les parents d'adolescents. Le regard des autres, et notamment des médias. Un regard pesant, surtout quand il s'agit d'une affaire retentissante, comme celle de Florence Ray et Audrey Maupin. En 1994, leur cavalcade meurtrière dans les rues de Paris fait 4 morts, dont 2 policiers. Les médias veulent tout savoir sur la famille des meurtriers. À l'époque, la mère d'Audrey Maupin, Chantal Watelet, dénonce cet acharnement médiatique. Jamais on n'a respecté ma douleur, je crois pas. Parce que à ce moment-là, en fin de compte, pour les journalistes, je n'étais plus que la mère du tueur, la mère du monstre, quoi, en fait. À partir du moment où le criminel est un adolescent, d'emblée, le regard se porte sur les parents. Et notamment le regard des caméras. Et c'est vrai que la médiatisation de l'acte d'un adolescent criminel eh bien, est très lourd à porter pour les parents qui vont se cacher parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont honte et qu'ils ont l'impression qu'on les désigne du doigt. Décembre 2004, un autre meurtre défraie la chronique. À l'hôpital de Pau, un jeune schizophrène de 21 ans égorge 2 infirmières à coups de sabre. Un crime redouté par la mère du jeune homme. Il avait déjà été interné et collectionné les armes blanches. J'avais dans l'intention de le droguer pour l'amener moi-même à l'hôpital psychiatrique. Ce à quoi les médecins et le psychiatre m'a dit que c'était absolument inenvisageable.
certaines mères avaient prévu d'une certaine manière ce qui se passe. Et dans la mesure où elles avaient envisagé ça, eh bien, si ça se produit, elles vont en vouloir au corps médical de ne pas être intervenues plus tôt, de ne pas avoir pris suffisamment en considération ce qui s'est passé pour protéger l'enfant contre lui-même. C'est aussi une façon de se déculpabiliser parce que même si son enfant est malade, on se sent de toute façon coupable parce qu'on croit être aussi à l'origine de cette maladie. Est-ce qu'on peut protéger son enfant contre lui-même? Non. Non, parce que bien qu'on le prévienne, bah, ça se passe quand même. Vous disiez le contraire tout à l'heure, vous disiez... Non, mais là, avec mon fils, on l'a prévenu, on lui a fait des remarques, on lui a dit, c'est des copains à moi en l'occurrence. Donc on lui a dit, ces copains-là, il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller avec eux, et il y a été quand même. Est-ce qu'on peut protéger ses enfants contre eux-mêmes? Je pense pas, non. Contre leurs démons, contre les influences extérieures? Ils sont attirés. Bah, il faut qu'ils fassent leur vie, ils ont envie de faire leur expérience, on a beau leur dire. Que ce soit un père, une mère, nous déjà, nous on n'a pas vécu d'après eux. Quelle remise en cause, en tout cas, on vous voit très proches l'un de l'autre, aujourd'hui ça aurait pu vous séparer? Ah non, oui, pour nous ça... En général, c'est ce qui se passe. Hein. C'est où le couple explose, ou il se resserre. Donc, là, dans notre cas, c'est comme ça, mais ça aurait pu être autre chose. Ouais. On a deux fils, hein, qui ont deux ans d'écart, 2-3 ans. Lors d'une soirée, Aïcha et Nadia, beaucoup trop arrosée, visiblement, lui, Jamel et ont mis le feu à la maison dans laquelle ils se trouvaient, mais c'est l'occupante des lieux qui était donc la maman, la maman de l'autre garçon qui est décédé des suites de ses blessures. Dans des circonstances, elle avait une chemise de nylon, enfin bref, on ne sait pas pourquoi ils ont mis le feu dans cette maison. En tout cas, elle a été aspergée elle aussi, si j'ai bien compris. Et avec sa chemise de nylon, elle n'a pas eu une seule chance de pouvoir survivre. Le lendemain, lorsque la police a encerclé votre maison, vous n'étiez pas présente. Votre fils n'était pas dans la maison non plus. Comment vous avez été informé de cette intervention de la police? Par mon beau-frère, qui habite quelques maisons au-dessus et qui a vu la police encercler la maison. Encercler, véritablement? Oui. Derrière, ils étaient dans le jardin, ils étaient devant, ils étaient partout. Vous aussi, vous avez vu une intervention musclée de la police, de la gendarmerie en l'occurrence, du GIGN. C'est une interpellation qui a été extrêmement spectaculaire. Ah, oui. Le GIGN, c'est quelque chose quand même. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'est violent. On a entendu sonner à la porte. On a entendu un gros bruit en bas. Non, mais ils ont sonné quand même. Ils ont sonné, mais enfin, le coup de bélier est venu très peu de temps après. Vous dormiez? Donc on dormait, oui, à 6 heures. Tout le monde, enfin nos enfants aussi. Et non, il y en avait... Yann, le plus grand, était en train de déjeuner. Et donc, c'est lui qui a crié quand il a entendu le bruit dehors. Non. Bah, il a dit non, j'arrive, parce qu'il a vu qu'ils avaient le bélier, en fait. Un bélier comme... voilà, il n'était pas très grand, je pense, mais bon, on a quand même quelque chose pour défoncer la porte. On a une porte à 3 points qui est quand même tombée. Une porte assez épaisse, quand même, d'une villa. Vous êtes réveillé dans quel état? Un grand bruit. Ben, moi, je me suis retrouvé sur la mezzanine en pyjama, quoi, perdu, en se demandant ce qui allait arriver. Et pratiquement, quand j'ai vu que c'était des gendarmes casqués qui arrivaient... Ça cagoulé? Ouais. Ah oui, ils avaient vraiment tout, hein, même les trucs infrarouges, enfin vraiment tout. Ça m'a un peu soulagé parce que Soulagé? Ouais, oui, parce qu'on savait que c'était pas des bandits, quoi. Au départ, j'ai cru que c'était quelqu'un qui venait nous faire la peau. Ouais, voilà. Donc, au moins, c'était les forces de l'ordre. Voilà, ouais. Bon, alors là, on a compris. Donc c'était pas cool, mais c'était quand même mieux que ce que j'avais imaginé. Généralement, un consommateur de drogue ne se fait pas arrêter par le GIGN dans des conditions comme celle-là. Donc, oui, mais nous, on ne savait pas où ils en étaient quand même à leur niveau de trafic, quoi. Enfin, on ne savait pas quand même qu'il y avait ça dessous. Vous doutiez qu'il y avait un risque qu'ils soient au cœur d'un trafic? Ah oui. Enfin, du moins, comme ils étaient consommateurs de beaucoup de grammes, et ils étaient 2, ils avaient des copines, alors évidemment, bon, voilà. Nous, on ne donnait pas d'argent. Bon, le plus âgé travaillait, l'autre, il travaillait de temps en temps. Donc, toutes les payes passaient dedans, quoi. Et ils arrivaient à s'acheter quand même, avec un trafic, ils étaient obligés de faire du trafic. Vu le montant que coûte 1 gramme d'héroïne, c'était obligé. L'héroïne est une drogue, d'après les experts, extrêmement insidieuse, quoi. Qui coupe complètement du monde extérieur. Et qui change les caractères. La personnalité. Vous avez vu les personnalités changer? Ah oui, tout à fait. À quel âge, à quel moment? Quand ils avaient 18 ans, par là, si jeune. 18 à 20 ans. Est-ce qu'on vous a donné le motif exact de l'interpellation quand les gendarmes sont arrivés? En fait, il a dit que c'était pour un trafic, de drogue. Possession et détention, je ne sais pas les termes exacts. Et puis consommation de stupéfiants.
Quand vous avez appris, Aïcha, l'intervention de la police et n'ayant pas de nouvelles de Djamel extrêmement précises, vous avez tenté de le contacter par le biais de ses amis. Ils vous ont dit où il se trouvait? Djamel, il ne veut pas rentrer. C'est ce que son copain vous ont dit ses copains? Ouais. Vous pensez qu'il était recherché pour quelle raison, vous? Banal. Banal, c'est quoi? N'importe quoi. Ah bah, vol, n'importe quoi, je sais pas. Un truc qu'ils font les jeunes. Un délit, pas un crime, oui, en tout cas. Oui, quand même pas si grave. Ce même soir, vous avez donc croisé Djamel à votre domicile. Il était repassé par la maison? Oui, brièvement. Hein. Ouais, brièvement. Avant d'aller chez toi. Vous lui avez posé des questions? Bah, Djamel, il parle pas beaucoup. Donc, il s'explique pas. Et mais vous étiez curieuse de savoir, vous? Bah oui, quand même, oui. En tant que maman, je voulais savoir ce qui s'était passé. Je dis, dis-moi, je vais faire. Bon, on va faire quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose à faire, je vais t'aider. C'est pas grave, il a dit. C'est pas grave. Vous l'avez cru? Bah oui. Comme toutes les mamans. Hein. Bah oui, puis il voulait rien dire. C'est pour ça que c'est vous qui avez insisté auprès de votre frère, Nadia, si j'ai bien compris, pour qu'il se rende directement au commissariat et qu'il aille faire face à ses responsabilités? Ouais, on a insisté avec la famille. Une fois qu'ils sont venus à 6 h, en fait, la sœur de ma mère, elle est venue. Et je l'ai appelée et je lui ai dit de venir. Et une fois qu'ils sont partis, on l'a ramené au commissariat. Mais je voulais pas qu'ils le prennent de force et que ça se passe mal, en fait. Donc il sait pas, voilà. Donc il y a été, il a eu le coup. Donc il y a été lui-même. On l'a ramené, il lui a été lui-même, ils l'ont gardé. C'était mieux que le fait qu'il soit pris de force? Ah oui, ouais. Il n'aurait pas... Ah, c'est une forme de courage aussi. Oui, mais il était poussé, de toute façon, on le poussait, on lui disait, il faut Quel âge avait-il à l'époque? 20 ans. Il venait d'avoir 20 ans. Comment s'est passé au commissariat pour lui? Bah, la garde à vue, elle a été brève. Hein. Il est resté une journée. Et le lendemain à midi, quand tu as téléphoné pour savoir s'il fallait lui ramener à manger, il t'a répondu « Votre fils, il est en tôle, madame. » Voilà. Mandat de dépôt. Voilà. Non, il a dit « en tôle. » En tôle. Parce que ça l'avait choqué. Bah oui, ça m'a choqué. Tu te rends compte qu'est-ce qu'il m'a dit quand même. Ouais. Quand les gendarmes sont entrés chez vous, vous avez eu le temps de parler avec vos enfants pour essayer de... non. Ça va trop vite. Ils nous mettent à l'écart, de toute façon. Ouais. Ils nous ont dit de remonter dans nos chambres. Moi, je suis descendu. Et puis je les ai vus plaqués au sol avec le pistolet au-dessus. Et puis là, tout de suite, il y a 2 gendarmes qui m'ont pris. Ils m'ont dit non, vous ne restez pas là, vous remontez dans votre chambre. Vous étiez de quel côté, si j'ose dire? Nos enfants. Bah oui. Parce que... Mais on n'était pas non plus très étonnés. Enfin, on les avait quand même prévenus, mais on n'imaginait quand même pas à ce point. Lorsque Djamel s'est présenté au commissariat, il a donc, après une courte garde à vue, directement été écroué. Pourtant, encore, vous avez refusé de croire que votre fils était coupable d'homicide, même involontaire, puisque c'est un homicide involontaire. À quel moment vous avez vraiment admis la chose? J'ai eu du mal à... Au bout de combien de temps? Pour moi, c'était un accident. C'était pas volontaire, c'était un accident. Il voulait mettre le feu à la maison pour vous? Non. Pourquoi? Pour faire peur. Je sais faire pas, peur à moi, qui? peut-être. Bah, je sais pas, j'ai pas bien compris leur motivation, parce qu'ils étaient à 3, malgré que le fils de la dame soit... Donc il était avec le fils de la dame, chez la dame en question. Chez la Tout dame, le monde, visiblement, avait un problème d'alcool dans cette maison. Voilà. D'alcool et de cannabis, on dit, c'est ça. Donc ils ont tout mélangé, ils ont fait la fête. Il y a eu de la radio un peu trop fort, et sa maman s'est levée. Et il y a eu un petit accrochage. Et ils ont dit qu'ils reviendraient, oui, avec la maman. Et c'est l'histoire que je connais. Hein. Et ils sont revenus avec... Non, en fait, il s'est énervé, il m'a dit on s'est emporté avec elle, elle nous a dit de sortir. Voilà. Et en fait, il y avait une bouteille avec de l'essence dedans. Ben, donc je l'ai jetée, j'étais énervée, j'ai dit tiens, à ta maison, tiens. Et au moment où j'ai pris ma veste pour partir, son copain, il m'a dit ça a baissé, il a mis le feu. Enfin, c'est-à-dire que même au tribunal, il l'a dit. C'est au tribunal que vous avez appris tout ça, en fait? Oui, parce que pendant 2 ans et demi, il a dit qu'il n'avait pas jeté l'essence. 2 ans et demi avant d'être jugé. Il a dit qu'il n'avait pas jeté l'essence. Donc c'est qu'au tribunal qui a plaidé coupable. Et pendant ces 2 ans et demi, vous avez rendu visite à votre frère, à votre fils? Oui. Ouais. Surtout elle. Parce que j'ai pas de voiture, donc je peux pas me déplacer comme je veux, mais elle m'a beaucoup aidé. Quels échanges vous avez vus avec votre frère pendant ce temps-là? Au parloir de tout. Il avait besoin de vous, visiblement. Oui, beaucoup. Il faut dire quelque chose aussi, il arrivait quelque chose de terrible à son camarade d'infortune, si je veux dire. Ouais. Il s'est suicidé, ouais. Quand il y a eu le jugement, et peu de temps après, il a été transféré en CD et il a mis le feu à sa cellule, il s'est suicidé. Notamment parce qu'il n'était pas soutenu?
Il n'y a pas beaucoup de parloirs. C'est vrai que c'est important. Ouais. Pas de parents, pas de famille. Il y avait sa sœur, mais faut y c'était pas aller. assez. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de... Qu'est-ce que vous pouviez apporter comme réconfort à votre frère ou à votre fils quand vous y alliez, Aïcha? Déjà, le parloir, c'était important. Parler de quoi dans ces cas-là? De ce qui s'est passé ou d'autres choses de la vie? Parler, rapporter les faits de dehors, ce qui se passe chez nous, ce qu'on fait à la maison, les petits. Vous avez peur de ne pas le reconnaître, de vous dire c'est plus mon fils tel que je l'ai connu, de douter de l'amour que vous aviez pour lui? Non, jamais. C'était mon fils. Puis quand c'est arrivé, il fallait que je l'aide. Tout naturellement. Parfois, il y a de la rivalité entre les frères et les sœurs, ou entre les frères et les frères, ou les sœurs et les sœurs. Non, là, non. Non, là, vraiment, il n'y en avait plus. Aïcha, pendant 6 ans, vous nous avez dit « je n'ai vécu que pour mon fils ». Oui, c'est vrai. Je continue à vivre pour eux. Oui, c'est vrai. Pour ma fille en même temps, mes petits-enfants, c'est vrai. C'est ma famille. Ça veut dire que je vis tout le temps pour eux. Malgré cette femme qui est morte dans cette affaire... J'y ai pensé, si, c'est sûr. Quand il y a eu le procès, on a... Mais l'amour est plus fort que tout. Enfin, oui. Quel rôle d'une mère dans ce cas-là? Mon fils avant tout. Avant tout, avant l'opinion des gens, avant... C'est pas un problème, ça, c'est mon fils. C'est tout. J'ai l'impression que cette femme se fait plus de reproches à elle-même qu'à son propre fils. Oui. Vous comprenez ce sentiment? Oui, là. Oui, tout à fait. Mais nous, oui, mais je trouve que nous, par contre, ça nous a aidés à nous séparer quand même de nos enfants. De vos enfants. C'est-à-dire à plus penser à nous, en tant qu'adultes, parents, enfin, voilà. Ouais, moi, il y a un moment, il faut se reconstruire. Voilà. On ne peut pas rester dans la peine et dans le doute ou des choses comme ça. Donc il faut que nous, on ait une action de reconstruction. C'est l'idée que, passé un certain âge, l'histoire de ses propres enfants, ça devient leur histoire. Voilà. Et que l'histoire de votre couple, c'est une autre histoire qui est la vôtre. C'est une autre histoire, il faut le séparer. On a vu qu'Aïcha, je vous en prie, a eu beaucoup de mal à admettre la culpabilité de son fils, ou en tout cas le juger. Est-ce que... J'ai l'impression, moi, quand on aime, on ne juge pas? Heureusement qu'il y a des professionnels pour juger qui représentent l'État et qui nous sortent de la vengeance familiale et de la responsabilité familiale. Moi, j'ai été frappé de voir que ces 3 familles qui ont eu, encore une fois, le courage d'être là, mais qui ont toutes, à un moment ou à un autre, eu le courage aussi de pousser leur enfant à aller vers la justice et à répondre de ces actes. Elles ont été choquées par l'action de police, qui est une prise de corps qui est bien... On peut bien comprendre qu'avec des trafiquants de drogue, il fallait bien enfoncer une porte pour aller récupérer les 5 kilos d'héroïne avant qu'ils soient dans les toilettes. Donc, c'est pas choquant en soi, mais ça devient choquant quand c'est votre enfant. Et on a bien compris toute l'ambiguïté qu'il y avait là-dedans. Aimer, c'est une chose, reconnaître, c'en est une autre. Et se reconnaître dans ce qu'est devenu cet enfant, c'est un autre problème. Bien sûr, la chair de sa chair, bien sûr, il nous ressemble, il a des traits communs, etc. Mais à partir du moment où il ne fait plus du tout ce qu'on attend de lui, il y a là véritablement quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut négocier. Et je pense que dans certains cas, ça devient si fort que c'est innégociable. C'est vraiment un traumatisme où peut-être il y a besoin de l'aide d'un professionnel, à certains moments d'ailleurs, quand une famille n'arrive plus à gérer cette ambiguïté d'aimer quelqu'un qu'on n'arrive pas à reconnaître, eh bien là, je pense qu'on peut se faire aider parce que... Par un psy. Oui, et puis parce que quand même, c'est aussi un petit peu ce que doit être la réponse sociale. C'est la caricature à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire ne pas désespérer, ne pas désigner comme monstre. Quel sentiment vous avez pour votre fils Jamel aujourd'hui, qui est sorti de prison, qu'on va voir dans un reportage tout à l'heure? Mon fils. Mon fils, ça veut dire quoi? Mon fils. Ça veut dire je l'aime entier. Entier. Sans rien. Sans le séparer, enfin sans le séparer en... C'est lui, c'est tout. C'est mon vous fils. Nous, ça n'a pas beaucoup changé, ça nous a rapprochés un peu d'eux. Moi, j'ai toujours été tellement présente dans leur vie, mes enfants, que je me suis... En fait, ça m'a permis de me retirer un peu quand même. Enfin, de laisser plutôt la place, justement, au mari, au père. L'avantage d'être en couple. Hein. Ouais, mais il faut que le couple s'entende bien et qu'on soit au même moment un peu... En phase. En phase. À ce moment-là, au moment de la difficulté. Voilà. Elisabeth, votre fils est actuellement en prison, donc pour des actes de pédophilie qui ont été réitérés avec récidive. Malgré la douleur du choc, vous n'avez pas été étonné lorsque vous avez appris que votre fils avait un comportement pédophile, ce qui est étonnant, puisqu'il avait, vous disiez, 16, 17 ans? 16 ans. 16 ans. Pour quelle raison vous n'avez pas été étonné? Parce que tout petit, il était toujours attiré par des petits. Un enfant, des enfants. Un enfant est attiré par les enfants. Mais un ado, vous voulez dire?
À 7 ans et demi, il ne voyait que des petits. Des 2-3 ans, il jouait qu'avec des petits. Ah, des tout petits. Ouais. Bon, après, quand il a eu... Mais de quelle façon il jouait avec eux? Il n'avait pas de copains de ses classes. Il fallait toujours qu'il recherche de la compagnie de petits. De bébés, quasiment. De tout petits enfants, en tout cas. 2-3 ans, oui. Comment ça évoluait à l'adolescence, passé 15-16 ans? On n'a rien vu. Il était toujours attiré par les petits, comme vous dites? Il s'en occupait comme moi je donnais un coup de main. Quand vous avez une maman qui s'occupe d'enfants, bah, vous donnez un coup de main à s'occuper des enfants aussi. Donc nous, on le voyait comme lui faisait. C'est-à-dire, il faisait comme moi, c'est-à-dire aider, donner un coup de main. On pensait, mais pas mal, on n'aurait jamais pu penser ça. Et ma question, c'était, vous n'avez pas été étonné? Et votre maman disait non, je n'ai pas été étonné. La deuxième fois, pas la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Comment vous l'avez appris? Une maman qui m'a dit que sa petite lui avait dit qu'il lui avait fait du mal. Donc vous vous occupiez, vous étiez assistante maternelle, vous aviez la garde de 5 enfants. Et donc c'est la maman d'un d'entre eux qui est venue vous dire que son enfant de 3 ans? 4 ans. 4 ans. Avait subi des attouchements de la part de votre fils qui avait à l'époque quoi, 15-16 ans? Oui, à peu près, 16 ans. Vous l'avez cru tout de suite? Enfin, vous avez cru la maman? Elle m'a dit 1 mois après les faits. Vous avez cru cette maman? Oui. Vous avez dit c'est possible? Oh, oui. C'est probable? Oui, oui, c'est... Mais c'est probable dans le sens où un enfant n'invente pas ça. Un enfant de 3 ans ne peut pas inventer un truc comme ça. On a cru l'enfant. 3 ans. Dans quel état elle était, cette maman? Très mal, pour me le dire qu'au bout d'1 mois, qu'elle me l'amenait presque tous les jours sans pouvoir me le dire. Je pense pour pas nous faire du mal à nous, parce qu'elle savait qu'on n'était pas responsables. Mais elle voulait quoi? Vous informer? Vous prévenir qu'elle allait porter plainte? Non, elle n'a jamais porté plainte. Tu lui as tiré les verres du nez pour savoir ce qui se passait, pourquoi l'enfant n'allait pas bien. Donc elle était dans une démarche de conciliation pour essayer de faire en sorte que vous puissiez maîtriser votre fils? Oui, oui, je pense. Convaincu de la culpabilité de votre fils, en tout cas, vous êtes allé directement lui parler? Le soir même avec la maman. Avec? Comment c'est passé? Elle est revenue le soir chercher la petite. Et mes filles à l'époque ont pris les 2 gamines, ont été jouées dans la chambre. Parce que je ne voulais pas causer devant sa grande sœur qui comprenait quand même tout, qui avait à l'époque 6-7 ans. La grande sœur de la petite? Oui. Et comment s'est passé ce dialogue avec votre fils? Ah, mais il a nié. Il a dit que c'était pas vrai. Hein. Vous l'avez cru? Non. Vous avez choisi de le dénoncer ensuite. C'est lourd hein, de dénoncer son propre fils. Mais là, on est dans un crime qui est sans doute... je ne sais pas s'il y a une échelle. Hein. Pas acceptable. La pire des choses. Auprès de qui vous l'avez dénoncé? L'assistante sociale. Qui, eux, ont prévenu la PMI. La PMI, la protection maternelle infantile. Hein, Protection maternelle. Et puis ils ont été obligés de porter plainte, hein, parce que les faits... Vous savez que certaines mamans, certaines femmes protègent des personnes qui sont leurs maris ou leurs enfants, même quand ils ont des comportements pédophiles. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je ne peux pas accepter. Malgré le fait que ce soit votre fils? Ah oui. Pour vous, il fallait quoi? Le mettre en prison pour... Ah non, je voyais pas ça. C'était l'éloigner, protéger les enfants. La procédure donc s'est déclenchée au bout de quelques mois. C'est là que vous avez appris que ce n'était pas la première fois quand les policiers l'ont interrogé. Qu'est-ce qu'il a dit aux policiers? Il y avait 5 autres enfants. De quel âge? Mais franchement, on a du mal à imaginer qu'on puisse toucher des enfants quel que soit l'enfant, enfin des bébés quoi. Enfin, 6 enfants. Lorsque son enfant est considéré comme un criminel aux yeux de la loi, il est difficile en tant que parent de le condamner entièrement. Forcément, on n'est pas à la justice. C'est ce que nous verrons dans la suite de notre émission, juste après ce message de la rédaction. Restez avec nous.
Un problème sexuel au sein de votre couple déteint sur votre relation amoureuse. Vous et votre conjoint êtes suivis par un sexologue. Vous avez quitté votre conjoint ou votre conjointe parce que votre sexualité était en panne. Vous êtes en couple et souffrez d'un trouble sexuel. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, les invités de Toute une histoire nous raconteront quelles astuces ils ont trouvées pour sauver leur couple. Alors que son mariage était au bord de la rupture, Franck a pris l'initiative de couper la maison familiale en deux. Tu as décidé d'installer la porte. Ça a créé un électrochoc. Ça a été terrible. C'était fait exprès. Parce que je voulais sauver mon couple alors. Ça a bouleversé la famille. Ça l'a cassé en deux. Il fallait que ça se passe pour qu'ils prennent conscience qu'ils s'aimaient beaucoup et tout ça, donc maintenant c'est génial. Stéphane préfère prévenir que guérir. Il a choisi de vivre seul et n'accorde que 3 nuits par semaine à la femme de sa vie. Moi, dans la vie à deux, en fait, ce qui me rebute un peu, c'est d'avoir des comptes à rendre. C'est une vie de célibataire qui mène, puisqu'il se retrouve seul. De temps en temps, je me dis, bon, ben, c'est pas ça la vie de couple. Je vois que ça marche jusqu'à présent, donc bon, je continuerai jusqu'à ce qu'il y ait un ultimatum, peut-être. Quand votre fils a été écroué, qu'est-ce que vous avez ressenti pour lui? Vous vous disiez, c'est mon fils, je l'aime? La première fois ou la deuxième? La première. Ah oui, oui, oui. Il a commis une erreur, c'est mon fils, je l'aime? C'est mes fils, on les aime? C'est Jamel, mon fils? Et je l'aime. Donc, je rappelle les faits qui ont été extrêmement compliqués. Notamment pour vous, avec l'arrivée du GIGN, vous pensiez que vos fils étaient des consommateurs de drogue, vous essayez de faire en sorte de dialoguer avec eux, de faire en sorte qu'ils puissent trouver d'autres centres d'intérêt dans la vie, puisque tout était concentré autour de l'héroïne, cette sale bête. Vous saviez que vos deux fils avaient donc des soucis avec l'héroïne. Vous aviez, je pense, tout fait pour essayer de faire en sorte qu'ils se sortent de là. Votre mari avec plus de distance, parce que c'était pour lui encore trop difficile à assumer. En tout cas, je vous propose de regarder quelque chose qui nous montre que vous n'aviez pas compris qu'ils avaient déjà franchi la limite qui fait d'eux des criminels. Ils étaient mignons. C'était le bon temps. Hein. Ouais. Donc quand on voit toutes ces photos, là où ils faisaient du ski, du vélo, du skate, même de la planche à voile, du judo... Ouais, c'est vrai qu'après on se demande pourquoi à un moment c'est parti en live. Hein. Ça aurait été difficile de penser qu'on les reverrait un jour en prison. Ou... Si les deux fils de Betty et Pierre ont été condamnés à 6 ans de prison, c'est pour trafic de drogue. D'abord consommateurs, les deux frères âgés d'une vingtaine d'années deviennent dealers à grande échelle. À l'époque, malgré quelques indices, les parents sont loin de penser à un tel trafic. Au cours de rangement, moi j'ai trouvé sur cette table, peut-être des fois c'était même caché ou c'était par terre, des résidus de papier alu en fait noircis par l'héroïne qui était chauffée. Et évidemment, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Je me rends compte que je ne faisais pas du tout attention à ce genre de choses. J'étais vraiment en dehors du coup et que c'est toi qui allais au charbon, quoi. Donc ça... Je pense que tu as vraiment pris l'affaire très au sérieux à partir du moment où les gendarmes ont débarqué à 6 h du matin chez nous. Je ne voulais pas intervenir. Je pensais que le fait d'aller les affronter dans l'état où ils étaient, c'était une perte de temps, une perte d'énergie. Pierre finit tout de même par comprendre que ses deux fils sont à la dérive. Juste avant l'intervention de la police, les parents désemparés contactent une association. Denis, l'éducateur, tente à l'époque de les conseiller face à leurs nombreux cas de conscience. Quand vous avez été confronté à ces problèmes de toxicomanie, ces problèmes de délinquance, ces problèmes d'incarcération, c'est vrai qu'on est perdu. On ne sait plus ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut dénoncer, est-ce qu'il ne faut pas dénoncer, est-ce qu'il faut être complice. On est piégé, il y a de l'affectif, on ne sait plus trop quoi dire. Est-ce qu'à un moment, pour arrêter ça, il faut les dénoncer? Et oui, ça, on s'en a parlé plusieurs fois. C'est vrai que moi, je ne me serais pas du tout sentie les dénoncer. La décision de dénoncer ses enfants est lourde. Si derrière cette dénonciation, il y a une culpabilité qui demeure et que
le choc pour les enfants gâche un peu le lien qui existe avec la famille, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, même si leurs 2 enfants sont sortis de prison, Betty et Pierre sont toujours seuls dans leur grande maison. Interdits de séjour dans le département, leurs fils ne pourront pas rentrer avant 5 ans. Mais grâce au téléphone, Betty et Pierre gardent toujours un œil sur eux. Bon, maman t'a dit qu'on passerait te voir bientôt, là. Voilà, on sait pas encore exactement, mais on te rappellera pour te dire. Ok, ça marche? Bon, allez. Gros bisous, hein. Ouais, bisous. Allez, salut. Ciao. Et voilà. De toute façon, on peut pas leur tourner le dos, hein, c'est nos enfants. Mais dire que ça n'a rien changé, c'est pas possible. Ouais. Non, Il y a forcément un changement de rapport suite aux événements. Par contre, la confiance... Mais la confiance reviendra pas, je crois pas. Non. Et là, ils sont quand même allés un petit peu loin et bon, on est déçus, quoi. De toute façon, c'est sûr, c'est obligé. On n'est pas non plus les surhommes à tout accepter, quoi. Pendant toutes ces années, pourquoi vous n'avez pas réussi à soutenir votre femme de plus près? Parce que peut-être ça faisait déjà longtemps qu'on était mariés, donc un couple un peu installé, quoi, tranquille. Et puis on est assez différents au niveau de la réaction. C'est-à-dire que... C'est une question de caractère, ça? Oui, une question de caractère. Betty, elle fonce dans le tas, quoi. Je veux dire, elle est allée les affronter, franchement, elle est allée les affronter, pas physiquement, pas évidemment. Pourtant, sur 2 garçons. Non. Ouais, et j'ai pas voulu à cette époque. J'ai dit non, il va trop fort, ça sert à rien. Ça vous a surpris de la part de votre mari? Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'a jamais pris parti pour moi lorsque j'avais des discussions avec mes enfants sur même des thèmes, quelque chose de banal. C'était toujours moi qui leur criais après, qui leur interdisais de faire quelque chose, quoi. Lorsqu'ils ont été arrêtés, vous avez eu un déclic, j'ai l'impression? Bah ouais, parce qu'il y a le choc. C'est quand même un choc hein, quand ça vous arrive. Le GIGN à 6h du matin, le boum bam. Oui, puis la prison aussi. Tout le reste, la prison, les tribunaux. Vous êtes remise en cause? Oui. De quelle façon? Eh ben, par rapport à ce décalage que j'avais avec mon épouse, quoi. Donc, j'ai dit là, j'ai quand même pas trop assuré. Hein. Donc, vous auriez dû foncer dans le tas, vous aussi? Bah, j'aurais peut-être dû faire dépasser votre nature, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, madame? Sûrement. Oui, je pense, oui. Moi, j'aime pas le conflit. Il y a dû y avoir des discussions entre vous deux. Hein. Vous n'avez pas le conflit? Et c'est ça, lui, en fait. C'est le conflit qu'il a pas voulu. Parfois, on n'a pas le choix dans la vie. Hein. Même si on l'aime pas, il faut l'affronter. Faut pas faire. En fait, il faut jamais tourner dos au conflit, parce que dans tous les domaines, souvent, le conflit fait avancer. Mais on a peur. Enfin, il y a des gens qui ont peur. Vous parlez de votre mari quand vous dites ça. Hein. En l'occurrence. Comment vous en avez parlé tous les deux? Il y a dû y avoir des longues nuits de discussion? Non, non, parce qu'on parle pas. En fait, on se dispute pas. Et il coupe et court la discussion. Voilà. C'est-à-dire, ouais, allez, ça m'énerve, voilà. Point. Bah, je partais de mon côté et puis je faisais mes activités. À un moment, vous avez dit, la lâcheté, c'est fini? Bah oui, à un moment, il faut réagir, quoi. Ça vous a fait plaisir? Bah oui, un petit peu. Sans discussion, quoi. Vous progressez, comme souvent dans la vie, par palier, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. À un moment, on change un peu de statut, quoi. Souvent, hein. Ouais, bah, il a un peu réfléchi, puis il a choisi peut-être une solution on essaye de passer la mieux, quoi, pour tout le monde. On essaye de passer du spectateur à l'acteur. À l'acteur. Vous êtes senti responsable pour partie de ce qui était arrivé? Ouais. Pourquoi? Bah parce que... Qu'est-ce que vous avez loupé? Enfin, d'après vous, hein, je veux dire. Ben, le rôle du père. Chez les garçons, c'est important, le rôle du père. C'est quoi le rôle du père? Ça m'intéresse. Je sais pas, on doit parler de voiture, on doit leur apprendre à conduire, on doit faire des... Parce que c'est moi qui ai appris à conduire, quand même. Donc c'est des choses qu'un père, il doit faire avec ses fils. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, tout ça? Parce qu'elle le faisait. Un peu facile, non? Ouais. Mais c'est des applaudissements pour cette femme, parce que il y a des moments où elle a dû se sentir seule. Puis bravo d'avoir accroché. Bravo d'être là aussi aujourd'hui, parce que c'est pas facile ce que monsieur est en train de nous dire, franchement. Et je le comprends et je l'apprécie énormément. Il n'y a pas de monsieur à côté de vous, Elisabeth? Il n'y a pas de papa? Non. Si, mais il n'a pas voulu venir. Quel regard vous portez sur ce papa-là? On peut avoir loupé les trucs, je crois, dans la vie, mais présenter ses excuses, reconnaître ce qu'on a loupé et puis prendre les choses en main, c'est quand même quelque chose qui a de l'allure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien qu'il... Vous en parlez avec votre mari quand même de ce qui s'est passé? Ah oui, beaucoup.
Et pourquoi il ne veut pas en parler aujourd'hui? Avec vous, avec votre fille? Il est beaucoup bloqué. Bloqué? Alors, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que Jamel a eu l'impression qu'il s'était mis dans la tête que vous préfériez, en tout cas, sa sœur. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il entendait dans la famille. C'est la famille qui disait ça, que j'avais des préférences pour elle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ben non. Hein. Non. J'aime mes enfants autant l'un que l'autre. Depuis que Jamel est sorti de prison, en tout cas, vous êtes aux petits soins avec lui? Oui. Plus qu'avant? Bah là, je délègue un petit peu à ma future belle-fille. Parce qu'il connaît quelqu'un. Mais j'ai l'impression que vous contrôlez tout, les petits-enfants, les enfants. Ah, moi, oui. J'aime bien, moi. Non, mais vous contrôlez tout parce que vous avez peur qu'il arrive quelque chose de nouveau? Tout le temps, oui, tout le temps. Ou parce que vous avez l'impression d'avoir loupé quelque chose? Oui, tout le temps. Les deux? Pour Jamel, vous dites j'ai peur? Oui, tout le temps. Vous avez encore peur pour lui? J'angoisse, oui. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Bah, il est de 80, donc il va avoir 27 ans. Oui, il a eu 27 ans. Il a été condamné à 12 ans de prison. Oui. Combien d'années a-t-il fait? 6. 6. Comment aujourd'hui il nous parle de toute cette histoire, ce qu'on va voir dans ce reportage? Regardez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jamel, joyeux anniversaire. Après les 6 anniversaires que Jamel a passés en prison, sa maman Aïcha ne rate pas une occasion de lui faire plaisir. C'est important de fêter la date d'anniversaire. On fait toujours un gâteau, hein, Jamel? Même quand tu n'étais pas là, il fallait qu'on marque ton anniversaire. Je pas un gâteau, mais sans poisson. Savoir que mon anniversaire était fêté, même si j'étais en prison. Le plus important, c'est ça, c'est que tu es sorti et qu'on peut le fêter à la maison. Tourner la page et regarder devant soi. Tourner la page, pas si facile. Jamel a été condamné à 12 ans de prison pour incendie volontaire ayant entraîné la mort d'une personne. Il n'avait alors que 20 ans. Depuis 1 an, il est sorti de prison et a retrouvé le domicile familial, mais sa mère vit toujours dans la crainte d'un nouveau dérapage. Nicole, une voisine, tente de la rassurer. Tout le monde dit ça va, c'est bien, il est sorti, bah t'es contente et tout, bah ouais, mais bon. Ce moment de la vie que vous avez vécu, c'est quelque chose qui sera toujours là. Ça a été difficile. Le choc, c'est de savoir qui l'a fait. Quelque chose de très grave, je sais, j'en suis consciente, mais d'être privée de lui aussi. Puis c'est vrai que suite à ça, Nicole, il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos et ça, j'ai pas des gens qu'on croyait des amis, quoi. Là, au moment où tu aurais besoin de soutien, tu as des personnes qui te jettent. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Je crois que ça sera jamais fini. Quand il sort, s'il n'est pas rentré... non, mais justement, il faut faire confiance quand même. Il faut lui faire confiance. Oui, je vais peut-être y arriver. Oui, il faut... Je vais peut-être y arriver, mais j'ai du mal. Le plus dur pour Aïcha, c'est encore ce sentiment de culpabilité qui la hante. Pourtant, comme aujourd'hui avec ses petits-enfants, elle a toujours fait de son mieux pour éduquer Jamel et Nadia, sa fille. Et on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. C'est bien. Tiens. Ah, et toi? J'ai pas entendu. Merci. Je me souviens que quand maman elle était petite, mamie elle disait toujours à maman, il faut dire s'il te plaît, bonjour, surtout bonjour. Et j'ai toujours essayé de vous inculquer une bonne éducation, toi et ton frère, mais est-ce que j'ai bien fait? Ce qui est arrivé à Jamel, c'est pas du tout de ta faute. Je sais, j'ai essayé de faire mon possible, mais j'étais pas là. J'étais pas là tout le temps. Rien à te reprocher. Je pense que mon frère non plus, il n'y a rien à te reprocher. S'il a fait une bêtise, c'était une question de fréquentation. Et lorsque Jamel s'est retrouvé en prison du jour au lendemain, Aïcha l'a toujours soutenu à 100%. Que ce soit en lui écrivant, en lui envoyant de l'argent malgré ses petits moyens, ou en allant le voir toutes les semaines au parloir. Ouais, si t'avais pas été là, je me serais foutu en l'air, ça c'est clair. Tu y penses, mais tu te dis, et après tu penses à la famille, tu penses à toi, à ta mère, à ta sœur, ceux qui te soutiennent. Ils ont bien éduqué, sur la bonne voie, le bon chemin, et nous on est partis de travers. Je sais que t'es pas un meurtrier, c'est pas volontaire ce qui s'est passé, donc pour moi, c'était un accident, il fallait que je t'aide. Toute ma vie, je lui demanderai pardon. Jusqu'à mon dernier souffle. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Je le sais. C'était pas toi. C'est le rhume des foins? Excusez-moi. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous émeut comme ça? Comment? Qu'est-ce qui vous émeut? Tout le temps. Tout le temps. J'ai tout le temps l'histoire dans... Même après 6 ans, j'ai encore... Vous y croyez, cette histoire, dans votre famille, quand on dit que vous avez préféré votre fille à votre fils?
Non. Vous avez douté à un moment? Non, c'est la même chose. Elle a ses petits-enfants, s'il me fait un petit... L'idée que Jamel ait pu faire des grosses bêtises pour attirer l'attention sur lui, par exemple, ça vous inspire quoi à vous? Pour attirer l'attention, non, je pense pas. Non, vraiment, il n'y avait pas de différence. C'est les autres qui pensaient ça. Parce que j'étais plus accrochée à ma mère que lui. Donc on disait, oh là là, elle préfère sa fille. Mais non, c'est moi qui est accrochée dessus. Et chez vous, Elisabeth, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qu'en pense Florence. Est-ce que c'était le fils préféré? Il n'y a pas eu de préférence. On était trois pareils. Oui. Je sais élever pareil tous les Quand trois. on dit qu'il a été plus proche de vous, que vous êtes reproché d'avoir été trop proche de lui, ça veut dire quoi? Trop proche de lui. En fait, à l'âge de 7 ans et demi, il était déjà suivi par des psys à l'école. Et il avait déjà des problèmes, là. Quel problème? Ça n'a jamais été approfondi. Mais quel genre de comportement vous ont fait penser qu'il avait des problèmes? Il ne travaillait pas bien à l'école, il était dissipé, on ne peut pas dire. On disait qu'il était perturbateur, mais pour lui-même, pas clown dans la classe. Certains psychologues ont estimé que vous étiez peut-être trop présente auprès de lui. Trop présente. Moi, je ne l'ai pas ressenti. À un moment, on m'a dit que j'étais trop... Enfin, que le papa n'était pas s'appliquer dans l'éducation des trois. Donc c'était par compensation? Trop présente, c'est trop présente comment? Parce qu'il demandait beaucoup. Par son comportement, et donc vous étiez toujours derrière lui? Oui, il fallait toujours être derrière lui pour les devoirs, il fallait constamment le... C'est le fils aîné? Non. Non, il est entre les deux. Et puis, il fallait toujours être avec lui. Il ne faisait pas ses devoirs tout seul, il demandait beaucoup. Lorsque vous entendez, Florence, les psys émettre des critiques sur l'éducation que vous ont donnée vos parents, de manière générale, ça vous fait extrêmement réagir? Oui. Parce que je pense vous leur en voulez dans ces cas-là? Non, j'en veux pas. Mais je dis qu'on a eu tous les trois une belle éducation, une bonne éducation. C'est-à-dire? Celle que je souhaiterais reproduire plus tard quand j'aurai des enfants. Quels sont les grands principes? Le respect, la politesse, tout ce qu'on transmet à ses enfants. Et puis on a eu des valeurs, on a eu des vacances, on a eu des parents qui travaillaient, qui faisaient tout pour nous. Claude Couder est avec nous. Bonjour Claude. On se connaît, vous êtes responsable de programme à France 3. Vous êtes également auteur de nombreux livres, toujours sur des sujets assez sensibles. Et notamment, là, en l'occurrence, chez Robert Laffont, sur les adolescents. Et vous parlez des années violence. Ces jeunes, parce qu'on parle de jeunes gens, qui ont tous 17... Quel âge avait Jamel au moment des faits? 20 18, 19. Oui, donc des grands adolescents, en tout cas. Ces jeunes ont-ils conscience du poids de ce qu'ils vont représenter pour leurs parents en termes de culpabilité? Pas forcément, non. Parce que je crois qu'il y a, en tout cas dans les cas que j'ai rencontrés, il y a un défaut de prise de conscience de la gravité de l'acte, déjà. Et ensuite, dans la relation... De plus en plus, vous dites, hein? Oui, et dans la relation familiale, ou en tout cas en général avec les adultes, il y a aussi un déficit de communication qui se rétablit curieusement, souvent, quand l'acte a été commis. Là, il y a quelque chose. Le lien se refait, étrangement. Il faut qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe pour qu'on puisse recoller les morceaux. Moi, j'ai constaté que tous les gamins rencontrés avaient, comment dirais-je, vraiment une grande difficulté à mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX, quoi. Et il y avait un grand moment il y a de grands moments de solitude et de souffrance. Et dans cette incapacité à communiquer par les mots, s'exprimer bien souvent physiquement. Et physiquement parce que aussi c'est le moment de l'adolescence, c'est vraiment un moment d'explosion, d'implosion. Mais là, Claude, on n'est pas en train de réinventer l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Là, vous dites les choses sont en train de changer aujourd'hui. Oui, mais parce qu'elle change, mais en même temps, elle se complique terriblement. Parce que les temps de l'enfance sont souvent extrêmement raccourcis. Les adolescents restent souvent aussi longtemps adolescents. On parle d'adolescents. Donc il y a une grande immaturité
qui fait que... Quand on est ado à 8 ans, on est adulte à 40 ans, et puis après on se débrouille. On peut l'être jamais. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on vit dans une société très excitante. On baigne dans une information en temps réel. Il n'y a plus de différence entre ce à quoi les enfants ont accès et ce à quoi les adultes ont accès. Ils ne sont pas là aussi protégés contre eux-mêmes à cause de ça. Que doivent faire les parents en attendant l'irréparable pour pouvoir accrocher les morceaux et renouer avec leurs enfants? Il faut qu'ils soient aidés aussi, parce que... Les parents? Oui, bien sûr, il faut un entourage. Et aussi, il faut faire attention à ne pas faire porter effectivement un sentiment de culpabilité. Les parents n'ont pas toutes les responsabilités. Un enfant n'est pas seulement entre les mains de ses parents. Il y a tout un environnement. Non, mais c'est bien de déculpabiliser les parents. Mais... Il y a les copains, il y a ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils voient ailleurs, ce qu'ils lisent. Il y a une perte réelle de valeurs, de repères, et il faut aussi aider ses parents à prendre en charge leurs enfants. Betty, vous auriez aimé être plus aidée, plus informée, plus quelque chose? À un moment, oui. Mais à quel moment? Mais on le sait pas quand. Avant, que ce soit trop tard ou... Bah oui, mais on ne sait pas quand, en fait. Hein, c'est souvent posé la question. C'est au moment où on a des doutes énormes et qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour savoir pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ils sont en train de dériver et pourquoi ils font ci, ils font ça. Et là, on ne sait pas où aller. C'est vraiment impossible de trouver quelqu'un. À quel moment l'alerte est grave? Il avait déjà commis des choses, Jamel, des choses graves avant de... Bon. Non, rien. Vous, les choses se sont faites petit à petit? Oui, ça s'est étalé un peu, oui. Sur les années. C'est venu sur des années. Oui, ça a mis quand même quelques années. C'est pour ça qu'on a encore plus de temps pour s'en apercevoir. Ça ne nous tombe pas dessus vraiment d'un seul coup. Mais en parler à qui, faire quoi, on sait pas trop. Oui, mais c'est facile à dire, mais bon... parce que nous, on a toujours une communication avec nos enfants. Toujours. On a toujours essayé... que les trois familles étaient toutes seules. Il y a d'autres parents autour. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qui est formidable et qui peut-être aurait été extrêmement utile en préventive aussi, si vous aviez pu vous en ouvrir à quelqu'un. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis sentie seule et j'ai œuvré seule pendant des années. Ouais. Donc, je ne pouvais pas me considérer comme parent à deux, aller voir d'autres parents et discuter. Et moi, j'ai cherché médecins ou d'autres familles, d'autres mères, etc. Et j'en parlais. Mais bon, ça avançait pas. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et j'ai même rencontré une psychologue à qui j'avais amené mon aîné, parce qu'à l'âge de 12 ans, je le trouvais quand même turbulent, c'était quand même pas simple et tout. Ouais, il a fait 2 séances avec, et puis bon, elle m'a dit, oh, mais c'est bon. Ça va aller? Bah, bien sûr, ça va aller. Vous faites à nouveau confiance à vos enfants aujourd'hui? Ça va prendre un peu de temps quand même, je pense. Il faut qu'ils nous donnent des preuves pour avoir des consignes. Et quelles preuves vous attendez de vos enfants? Une conduite logique un peu normale d'une vie normale. Enfin, bon, on ne demande pas à ce qu'ils soient des moines, hein, mais... Non, mais bon, qu'ils assument déjà leur vie d'adultes, sans dériver, sans... 22 et 25 aujourd'hui? Non, 26 et 28. 6 et 28. Les grands garçons, déjà. Ouais. Vous faites à nouveau confiance à Jamel aujourd'hui? Il a encore du mal. Mais pas à Jamel, aux autres. Aux autres autour de Jamel, oui, donc Jamel a directement sa perméabilité. Ah, oui. Vous, je ne vous ai pas posé la question, vous êtes déjà comme ça. Vous lui rendez visite? J'ai arrêté, j'étais trop mal. Vous lui rendez visite? Toutes les semaines. Et là, j'ai arrêté un petit peu parce que j'en pouvais plus. Alors on y va une fois par mois. Vous ayez votre vie aussi, vous. Hein. Quand on aime, on peut juger? Oui. Ouais. Non, quand on aime, on juge pas? Non, on aime. C'est tout. Il y a des limites, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a des limites, mais ça reste quand même nos enfants. Ça dépend. C'est vrai que les délits, c'est pas du tout comparable. Enfin, moi, je veux dire, cette personne par rapport à nous. Oui. Enfin, je veux dire, moi, je trouve qu'on a. C'est pas grand-chose. En fait, le délit de toxicomanie, même, quoi. On a au départ plus affaire à des malades qu'à des criminels. Bah, disons quoi. C'est-à-dire que. Comme les alcooliques, comme tous ceux qui sont. Donc c'est difficile d'avoir le même comportement que madame vis-à-vis de malades, quoi. La question était plus large. Quand on aime, on juge. Ouais. On peut juger. Je pense qu'on Vous êtes père de famille en plus? Oui, je suis père de famille, bien sûr. J'ai peut-être fait aussi beaucoup de conneries, j'en sais rien. Mais enfin, j'ai eu la chance que ça ne se termine pas comme ça pour l'instant. Ce que je crois, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que vous dites tout le temps le pauvre Jamel, le petit Jamel, et c'est moi qui dois tout assumer pour lui. Et puis j'ai l'impression que vous, c'est un petit peu l'inverse. Et pourtant, toutes les semaines, elle va rendre visite à son fils. Oui, bien sûr. Elle s'impose. Essayons peut-être de parier sur l'avenir aussi, de toute façon, à titre systématique, parce que si ils nous ont déçus par là où on les attendait,
c'est pas pour autant qu'on doit cesser de les attendre encore quelque part. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas s'affranchir de la question du jugement. On ne peut pas, nous, dire ben, je cesse d'être homme ou je cesse d'être adulte pour être comme lui et le soutenir. Non, je reste adulte pour le soutenir, même avec tout ce qu'il a fait. Adulte et séparé, son parent. Adulte et séparé, hein, et parents aussi, bien sûr. Paré et parents. Séparés et parents. Merci Pierre, merci et surtout merci et bravo au courage de nos invités. Quand on aime, on juge pas. C'est toute la question. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Ça va.